Voilà. C'est bon, c'est affiché? C'est bon. D'accord. Alors bonsoir, mesdames et messieurs, chers collègues. Donc c'est pour moi un immense plaisir de prendre la parole aujourd'hui dans le cadre de ce premier congrès africain et troisième congrès national des techniciens de labo. Donc en tant que technicien de laboratoire, je suis très honorée de partager ce moment avec vous et participer à cet échange enrichissant. Même si j'avoue, c'est pas facile de prendre la parole après Dr. Bran, mais c'est un privilège de pouvoir m'exprimer après son intervention. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter mon sujet intitulé Principes fondamentaux de la toxicologie analytique, méthode et application. Je ne reviendrai pas sur certains points qui sont déjà abordés dans la présentation précédente, mais j'aimerais bien rappeler que la toxicologie analytique joue un rôle essentiel dans la sécurité publique, le diagnostic médical et le domaine médico-légal. Donc, sa mission, sa mission principale est l'identification, la quantification des substances toxiques, ce qui nous permet bien sûr de confirmer une exposition ou une intoxication, des fois de suivre les patients en traitement et même de détecter des expositions chroniques. Alors, nous travaillons sur une grande variété de substances, parmi lesquelles on a les drogues, les médicaments, les pesticides, les métaux lourds et autres produits chimiques. Je cite par exemple les solvants, les additifs alimentaires, etc. Donc, ces analyses, ils sont indispensables dans divers contextes. Bien sûr, en clinique, mais aussi dans un contexte médico-légal pour fournir des preuves dans des enquêtes judiciaires, par exemple, dans le domaine de sécurité alimentaire pour contrôler les résidus de pesticides et autres contaminants, mais aussi dans le cadre de l'antidopage pour détecter l'utilisation de substances interdites dans les compétitions sportives. Donc, ces domaines partagent le même objectif qui est la détection et la quantification des toxiques, mais chacun a des exigences différentes, d'accord, en termes de nature de prélèvement, de contexte, mais aussi de public concerné. Alors maintenant, nous allons nous concentrer sur le domaine qui nous intéresse aujourd'hui, qui est la toxicologie clinique. Donc, en toxicologie clinique, bien sûr, l'analyse a plusieurs objectifs essentiels. Tout d'abord, l'un des objectifs, c'est de confirmer ou non l'hypothèse d'une intoxication. Alors, lorsque nous recevons un patient, par exemple, dans les services des urgences, qui présente des symptômes évocateurs d'une possible exposition toxique, donc il est primordial de vérifier si une substance toxique, est bien en cause. Ensuite, il est important aussi d'évaluer la gravité de l'intoxication. Alors pour cela, la toxicologie analytique va permettre de quantifier la concentration de la substance toxique. Donc cette évaluation aide à déterminer si l'intoxication elle est légère, modérée ou sinon sévère. Donc un autre objectif clé, c'est surveiller l'efficacité du traitement. Après l'administration d'un antidote, comme par exemple la N-acétylcystéine, comme Dr. Bdran vient de le donner comme exemple, ou d'un autre traitement, donc il est souvent nécessaire de suivre l'évolution des concentrations toxiques pour s'assurer que le patient il répond correctement au traitement et que les niveaux des toxiques diminuent comme prévu. Donc ces analyses toxiques sont d'un intérêt multiple, pas seulement dans le diagnostic, mais aussi pour le pronostic en évaluant les risques pour la santé à court et à long terme et bien sûr pour adapter le traitement selon la gravité de l'intoxication. Alors maintenant, je vais passer à la stratégie analytique en toxicologie qui débute bien sûr comme élément d'entrée, c'est l'admission d'un patient au sein d'un service présentant bien sûr des soupçons d'intoxication. Alors, cette approche est structurée en trois phases comme toute analyse biologique. On a la phase préanalytique, la phase analytique et la phase post-analytique. Alors, pour la phase analytique, comme je viens de dire, il va commencer par une anamnèse qui est approfondie et un examen clinique réalisé par le médecin clinicien. Donc, ce dernier, en fonction des symptômes observés,
et peut-être même des résultats d'autres examens biologiques préliminaires et des informations recueillies lors de l'interrogatoire du patient ou de ses proches, elle va émettre des soupçons d'intoxication. Donc, dès lors, il décide de réaliser donc des prélèvements donc pour bien sûr confirmer ou infirmer ces suspicions. Alors pour les prélèvements, le choix de la nature de prélèvement donc n'est pas fait au hasard. D'accord? Donc elle est déterminée en fonction de plusieurs facteurs. Donc premièrement, on a la nature du toxique suspecté, sa voie d'élimination, son métabolisme, etc. La demi-vie d'élimination aussi. La voie d'exposition, est-ce qu'elle est orale, cutanée, par inhalation, etc. Et le plus important, c'est le délai écoulé depuis l'intoxication et l'état clinique du patient. Donc, dans certains cas, plusieurs types de prélèvements peuvent être nécessaires. Ça veut dire qu'on peut réaliser en même temps un prélèvement sanguin, urinaire, liquide lavage gastrique, etc. Pourquoi? C'est juste pour maximiser les chances de détection du toxique. Donc, il est primordial que ces échantillons soient correctement transportés et conservés. Parce qu'en fait, le laboratoire, il peut disposer des technologies, je vais dire, les plus robustes qui existent. Mais si, bien sûr, la conservation n'a pas été bien faite, alors, bien sûr, on ne peut pas garantir la fiabilité des résultats de l'analyse. Ensuite, donc, la phase analytique, elle va débuter dès l'arrivée du prélèvement au laboratoire, bien sûr, accompagnée d'une demande d'analyse. Une fois le traitement de l'échantillon effectué, donc, le toxicologue va disposer de 3 options. Alors, ou bien il va réaliser un simple dépistage toxique par des tests rapides, dont les résultats doivent être transmis dans les minutes qui suivent la réception. C'est un examen d'orientation et non pas de confirmation qui va aider dans une prise de décision clinique qui est rapide. Sinon, on a le screening toxicologique comme deuxième option. Donc, cette méthode, elle va consister en une recherche qui est plus large, d'un éventail de toxiques potentiels dans l'échantillon, donc qui peut arriver jusqu'à 200 analytes en un seul échantillon. Et bien sûr, on peut même quantifier donc notre toxique si il est bien sûr identifié, si on le connaît déjà. Pourquoi? C'est pour évaluer la gravité de l'intoxication et poursuivre les traitements. Donc, prenons l'exemple du paracétamol. C'est un des médicaments les plus couramment impliqués dans les intoxications. Donc, si le clinicien suspecte une surdose de paracétamol, donc un dosage spécifique donc sera effectué pour mesurer sa concentration dans le sang. Donc, cette information, elle est essentielle, premièrement, pour évaluer la gravité de l'intoxication et bien sûr déterminer si un traitement comme l'administration de la N-acétylcystéine est nécessaire en urgence ou pas. Et la troisième phase, c'est la phase post-analytique. Bien sûr, donc on a comme élément de sortie un résultat qui est validé. Quand on dit validé, alors il doit être validé de point de vue technique par le technicien responsable de l'analyse, mais aussi de point de vue biologique par le biologiste du laboratoire. Alors, je vais commencer par la première phase, qui est la phase préanalytique. Alors, la première question qu'on peut se poser, c'est dans quel prélèvement biologique, bien sûr, on va effectuer, dans quel prélèvement biologique on va effectuer donc notre analyse. Alors, les points essentiels à connaître pour assurer la qualité des prélèvements sont les suivants. Premièrement, il faut assurer une communication directe entre le médecin traitant et le toxicologue analytique avant la collecte des échantillons pour discuter de la stratégie analytique à adopter. Il faut connaître la nature, la stabilité de l'analyte et les conditions d'analyse. Et bien sûr, il faut documenter rigoureusement l'historique complet de l'échantillon, comprenant bien sûr son origine, la méthode de collecte, le transport, les conditions de stockage, etc. Alors, en fait, je ne sais pas si vous connaissez la règle des 5 P. Alors, la règle des 5 P, elle est utilisée en pharmacologie
pour prévenir donc les erreurs médicamenteuses. Alors moi je l'ai adapté à notre contexte. Alors et je me suis dit pour éviter non pas les erreurs médicamenteuses mais les erreurs d'interprétation, il faut avoir un bon prélèvement dans le bon récipient, le conserver dans la bonne température, l'envoyer au laboratoire avec la bonne demande tout en respectant le bon délai. Alors, quels sont les prélèvements qu'on peut envoyer? Alors, premièrement, on a le prélèvement sanguin qui est l'échantillon de base en toxicologie. Donc, il est toujours disponible et facile à prélever, ce qui en fait le liquide biologique le plus important pour le toxicologue. Le sang est en effet le seul échantillon qui va permettre de relier la concentration d'un toxique à un effet. Donc, pour assurer la fiabilité des analyses, donc il est recommandé d'utiliser un flacon en verre. Pourquoi? C'est juste pour éviter l'absorption de la substance sur les parois et d'ajouter un anticoagulant qui est adéquat. Par exemple, ça va de soi, si je vais faire un dosage de lithium, je dois éviter de faire le prélèvement dans l'héparinates de lithium pour ne pas avoir des concentrations surestimées. Et sinon, si je veux effectuer, par exemple, un dosage de la cocaïne, je dois l'effectuer sur de fluorure. Pourquoi? Pour éviter l'hydrolyse, etc. Alors, bien sûr, le délai d'acheminement du prélèvement doit être le plus court possible. Et bien sûr, on doit éviter de casser la chaîne du froid. Généralement, un volume de 10 millilitres, il est suffisant. Pourquoi? Donc, c'est parce que des fois, on a plusieurs analyses à effectuer en même temps. Donc, on a besoin d'un volume qui est plus ou moins important. Mais s'il s'agit d'un simple dosage, un volume de 2 millilitres est généralement suffisant. Alors, le deuxième prélèvement, c'est le prélèvement urinaire, donc qui est au même titre que le sang, un échantillon de base en toxicologie. Donc, l'urine est généralement disponible en quantité qui est importante, ce qui permet d'effectuer des analyses sur une large gamme de substances. Donc, il est facile à collecter et bien sûr, il assure on a une sécurité de prélèvement pour le préleveur. Alors, le deuxième avantage des urines par rapport au sang, c'est qu'on a une absence de protéines ou de lipides en quantité importante. Donc, l'avantage, c'est qu'on aura moins d'interférences, moins de risques de dégradation et on va donc garantir donc la stabilité de notre échantillon. Donc, un autre avantage majeur de l'urine, c'est qu'elle offre une fenêtre rétrospective sur l'exposition toxique d'un individu, permettant de détecter les métabolites. Par exemple, les médicaments stupéfiants peuvent être identifiables pendant 2 à 3 jours après la prise et même jusqu'à 1 semaine ou plus pour des substances à demi-vie plus longue, comme par exemple le cannabis. Mais cependant, les urines présentent des limites sur le plan quantitatif. Pourquoi? En raison, premièrement, de la variabilité de la diurèse, l'effet de certains traitements épurateurs et le délai entre la prise et la réalisation du prélèvement. Donc, ainsi, ils sont surtout utiles pour des analyses qualitatives de détection. Donc, en pratique, vous pouvez effectuer le prélèvement effectué sur tube sec. Sinon, on utilise les flacons de type ECB. Alors, d'autres matrices, comme le lavage gastrique, la salive et les cheveux, peuvent être utilisées comme alternative. Par exemple, le lavage gastrique est utile après ingestion qui est récente d'un toxique et il vient bien sûr compléter les autres prélèvements sanguins et urinaires. Pour les cheveux, donc ils fournissent ce qu'on appelle un calendrier rétrospectif, de l'exposition bien sûr. Donc chaque centimètre de cheveux représente 1 mois de consommation. Donc si par exemple on identifie un toxique à 3 centimètres, ça veut dire que la dernière consommation date de 3 mois. Et bien sûr, donc ils ont pu même identifier des traces de cocaïne dans des momies, tellement vraiment la stabilité elle est exceptionnelle. C'est pour cela c'est un prélèvement donc qui est très utilisé en médico-légal. Pour la conservation,
donc et le transport des échantillons pour analyse toxicologique. Donc généralement le prélèvement il est conservé de préférence à 4 degrés, mais donc on peut tolérer donc une fourchette entre 2 à 8 degrés au maximum, à l'exception des cheveux et ongles qui sont stables à température ambiante. Il faut bien sceller chaque flacon pour éviter les fuites et donc la contamination entre les échantillons. Et bien sûr, il faut garder les résidus à moins 20 degrés jusqu'à la fin de l'enquête ou bien de l'investigation. Alors, pour la demande d'analyse toxicologique, donc contrairement, par exemple, aux autres bilans biologiques, des fois, on reçoit au laboratoire des bons où c'est marqué faire s'il vous plaît NFS, faire s'il vous plaît glycémie, etc., sans donner plus de détails. Alors, en toxicologie, c'est différent. On peut pas connaître quelle analyse on peut faire si on n'a pas une bonne orientation. On peut pas, bien sûr, le biologiste ne peut pas interpréter le résultat sans, bien sûr, sans avoir des données cliniques qui sont complètes. C'est pour cela qu'il faut toujours accompagner l'échantillon avec une demande d'analyse qui contient plusieurs éléments, dont bien sûr l'information du patient, le motif de l'analyse, bien sûr les raisons et contexte, type d'analyse. Donc, quelle est la substance recherchée? Le détail sur l'échantillon, la date de prélèvement, l'heure, les conditions de prélèvement et bien sûr donner le contexte médical. Est-ce qu'il y a des traitements actuels pris, donc les antécédents, etc. Alors, une fois arrivé au laboratoire, bien sûr, la phase analytique va commencer. Alors, avant l'analyse, l'échantillon en toxicologie doit généralement être traité. Alors, parfois, ce traitement n'est pas nécessaire, notamment pour les réactions colorées, pour certains automates ou bien pour les méthodes immunologiques. Mais dans la plupart des cas, on va utiliser des méthodes d'extraction. Donc, dont l'objectif, c'est quoi? C'est éliminer les protéines, les cellules et les autres substances indésirables parce qu'on sait très bien que, par exemple, le sang ou les urines, c'est un milieu qui est très riche. Donc, on a plusieurs éléments et donc, on doit extraire donc les éléments qu'on cherche pour pouvoir faciliter l'identification et éliminer les interférents. Donc, les extractions peuvent être larges pour un screening toxicologique. C'est ce qu'on appelle donc une purification et sinon elle peut être ciblée ou précise si on veut réaliser un dosage. Donc il existe plusieurs types d'extraction. On a l'extraction liquide qui est très utilisée, sinon il y a l'extraction liquide solide ou sinon solide. Donc pour les méthodes analytiques utilisées en toxicologie, donc la recherche ou le dosage des toxiques fait appel à plusieurs types de méthodes, dont les méthodes colorimétriques, enzymatiques, immunochimiques, qui sont des méthodes d'orientation, mais les méthodes de confirmation sont les méthodes séparatives, chromatographiques, à savoir l'AGC et l'HPLC. Sinon, on a la méthode de référence en toxicologie et même en pharmacologie, la chromatographie couplée à la spectrométrie de masse. Alors, ces techniques se différencient bien sûr notamment par quoi? Par leur spécificité. Des fois avec certaines méthodes, on peut avoir des faux positifs. Par leur sensibilité, d'où le problème des faux négatifs si le seuil de détection il est élevé ou de quantification. Par leur complexité, on vient de voir, il y a certaines méthodes qui nécessitent une préparation préalable de l'échantillon et aussi donc des fois la lecture des résultats comme pour la LCMSMS, elle est un petit peu compliquée, donc il nécessite un personnel qui est qualifié. Et aussi donc on a une différence de tarification et de délai d'obtention de résultats. Alors pour mieux illustrer la différence entre les méthodes analytiques sur le dosage de la cyclosporine dans le sang total. Donc dans cette étude, deux méthodes analytiques ont été comparées pour mesurer cette molécule.
On a les techniques immunologiques et les techniques chromatographiques. Alors, comme vous voyez donc sur le graphique, alors la méthode chromatographique donne sur l'ensemble des résultats qui sont plus fortes que la méthode immunologique. Sur la zone de concentration comprise entre 0 et 200 nanogrammes par millilitre, les méthodes peuvent être considérées comme étant équivalentes. Mais la différence entre les deux techniques, elle va commencer à augmenter quand les concentrations augmentent. Alors, on va dire que on a des défauts de linéarité de la méthode radio-immunologique quand les concentrations augmentent. Alors, je vais pas trop tarder sur les méthodes, sur le principe des méthodes, parce que bien sûr je suis en présence des professionnels des domaines, mais je vais juste vous dire l'utilité et de ces méthodes en toxicologie. Alors pour les méthodes colorimétriques, ils sont utilisés dans un but qualitatif comme la méthode de Forest, sinon dans un but quantitatif de dosage comme la méthode de Trender pour le dosage des salicylés. Pour les méthodes enzymatiques, donc ces méthodes, ils font appel à une mesure de l'activité enzymatique pour le dosage d'un toxique. Donc, ils sont utilisés pour le dosage de l'éthanol par mesure de l'activité de l'alcool déshydrogénase ou bien l'intoxication synhydrique. Ils sont aussi très utilisés, comme donc vous voyez sur l'image, pour le dosage de l'acétylcholinestérase plasmatique comme indicateur biologique indirect de l'intoxication par les organophosphorés qui sont des pesticides. Pour les méthodes immunochimiques, on peut les utiliser sous deux formes. Ils sont utilisés très utilisés sous forme de tests rapides, comme on a vu tout à l'heure pour le dépistage rapide. Donc on a des cassettes qui peuvent détecter jusqu'à 10 familles de toxiques dans les urines en 5 minutes. Donc, ce sont des tests d'orientation. Et on a aussi des automates qui permettent de faire la recherche de plusieurs familles comme les benzodiazépines, les barbituriques, les antidépresseurs tricycliques. Sinon, le dosage plasmatique du paracétamol, les salicylés, carbamazépine, la phénétoïne, etc. Mais il faut savoir que ces tests, ils sont utilisés pour le dépistage. Donc, tout résultat doit cependant être confirmé par les méthodes séparatives qui sont les méthodes chromatographiques, donc qui permettent bien sûr de caractériser un éventail très large de molécules qui nécessitent bien sûr un traitement préalable, une extraction avant l'analyse et bien sûr la séparation. Il résulte bien sûr de la distribution dynamique des solutés entre les deux phases, une phase mobile et une phase stationnaire. Alors, les méthodes analytiques, donc si on veut un petit peu les comparer rapidement, on va dire que les méthodes colorimétriques, ils sont très simples, très rapides et ils sont peu coûteuses, mais leur inconvénient, c'est les interférences possibles avec une sensibilité qui est très limitée pour des substances à faible concentration. Pour les méthodes chromatographiques, ce sont des méthodes de haute précision et sensibilité. Ils permettent l'analyse de mélanges qui est très complexe et ils nous donnent des résultats quantitatifs et qualitatifs, mais le coût des équipements reste très élevé. Le temps d'analyse, il est très long. Des fois, ça peut aller jusqu'à 6 heures ou plus. Et bien sûr, il nécessite une expertise technique. Pour les méthodes enzymatiques, ils sont spécifiques pour certaines substances. Leur sensibilité, elle est élevée pour certaines analyses comme l'éthanol et ils sont très rapides et pratiques. Mais ils sont limités à certaines substances non adaptées pour les mélanges complexes. Ils ne sont pas utiles pour des substances qui sont inconnues, donc on ne peut pas réaliser un screening toxicologique large avec des méthodes enzymatiques. Donc la molécule doit être déjà identifiée et connue. Pour les méthodes immunologiques, ils sont très spécifiques, mais avec une sensibilité qui est variable. Donc, ce sont des tests rapides de référence. Ils sont faciles à utiliser et peu coûteux. Mais ils sont moins fiables pour les faibles concentrations ou les mélanges complexes et nécessitent parfois une confirmation. Alors, la dernière phase, c'est la phase post-analytique. Donc, il faut savoir que l'interprétation clinique des résultats donc, est une étape complexe et cruciale. Donc, il requiert une connaissance approfondie des limites des méthodes, ainsi que des notions en pharmacologie clinique et en toxicologie. Donc, la variabilité intra et inter
individuels et les métabolites actifs et les effets possibles sont des facteurs à considérer, bien sûr. Une interprétation précise des résultats, elle est essentielle, tout en tenant compte des facteurs, des variabilités interindividuelles, comme je viens de dire, comme le statut génétique, par exemple, pour le cas de dosage des isoniazides, la consommation d'alcool chez un patient, le brûlure, l'âge du patient, etc. Alors, en conclusion, pour conclure, la toxicologie analytique repose sur des méthodes précises et adaptées à chaque situation clinique ou médico-légale. Donc, je remercie tous les organisateurs de ce congrès et je vous remercie pour votre attention. Donc, j'espère que cette présentation a pu apporter des éclaircissements sur l'importance de notre travail en toxicologie analytique et ses applications essentielles. Donc, merci pour votre aimable attention.